Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis à l'occasion de la nouvelle audition publique organisée par les Cités d'Or. Alors, qu'est-ce qu'une audition publique ? Eh bien, une audition publique, ce n'est pas une interview ni une conférence. C'est plutôt un moment d'échange et de partage avec une personnalité au parcours inspirant. Alors, ce que nous avons voulu faire, c'est que nous avons retracé nos chemins de vie personnels, ainsi que celui de l'invité, pour pouvoir y trouver des concordances et ainsi pouvoir poser des questions sur notre chemin ou sur nos projets à venir qui sont en concordance donc à son parcours à lui. Donc ça peut être une question sur le monde, sur nous, sur notre rapport aux autres, et ainsi pouvoir s'enrichir du chemin de la dite personnalité. Nous accueillons donc ce soir Grégory Cuilleron, chef cuisinier de renom dans le paysage médiatique français. Il a participé à un certain nombre d'émissions de télévision au cours desquelles les Françaises et les Français ont pu suivre son évolution et ont su l'aimer. Il a ouvert un restaurant dans le 5e arrondissement de Lyon qui s'appelle Les 5 Mains. Et puis il a aussi publié son livre autobiographique La vie à pleine main. Donc peut-être que vous l'avez remarqué, mais Grégory Cuilleron aime faire des clins d'œil à son propre handicap à travers le nom de ses projets. Il est en effet atteint d'agénésie, qui est une malformation innée. Et c'est donc aussi spontanément qu'il s'est engagé pour la cause du handicap, qui sont des situations méconnues, incomprises, voire parfois tabous dans le monde du travail. Donc on vous souhaite la bienvenue à vous tous, le public, à cet événement où nous allons en apprendre un peu plus sur nos parcours de vie et sur celui de Grégory Cuilleron. Nous le remercions tout particulièrement de nous faire confiance et aussi de se lancer dans cet échange qui met à l'épreuve notre vulnérabilité à tous, mais la sienne tout particulièrement. Parce que en effet, il n'a pas eu connaissance des questions en amont. C'est donc en toute spontanéité et authenticité qu'il répondra à nos questions. Bonne soirée. Je me permets, c'est pas forcément prévu, mais je vais intervenir 30 secondes. Déjà pour vous dire que je suis ravi d'être ici parmi vous. J'espère que ça va être un bon moment et que les questions n'auront pas trop chatouillé ma vulnérabilité. Je trouve ça chouette de se poser les bonnes questions au bon moment. Si je suis là ce soir, c'est entre autres grâce à Arnaud Guyon, le président de l'association. Et Arnaud, je l'ai connu parce que en 2000, c'était en 2009, j'étais stagiaire, je faisais de la maîtrise d'œuvre sur le chantier de l'hôpital de la Croix-Rousse parce que j'étais à un moment de ma vie où je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc ça arrive à tout le monde. Parfois on part de A et on se retrouve à Z, on sait pas trop par où on est passé. Mais ça montre que la vie réserve plein de surprises et les surprises c'est plutôt chouette. Voilà, je suis à votre disposition. Bonsoir Grégory, je m'appelle Lina, j'ai 18 ans, je me suis déscolarisée au mois de mars de ma classe de première. Tout de suite après, j'ai effectué une formation d'une durée de 3 mois pour trouver une formation dans l'esthétique, ce qui ne m'a pas finalement convaincue. En septembre, j'ai donc décidé de faire un service civique. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller travailler avec ma maman dans la publicité. Elle vend des espaces de communication sur des supports de presse. C'est ça, sur des supports de presse. Cela est facilitant pour moi car elle va pouvoir me guider dans mon travail. Vous avez vous-même travaillé avec votre père dans la prospection pétrolière. Comment c'était de travailler avec votre père et comment cela a joué sur votre relation ? Alors, j'ai travaillé avec mes parents. En fait, pour tout vous dire, je faisais une licence de management et gestion de la relation client. Et je devais faire ça à l'Olympique Lyonnais. Moi, j'adore le foot, j'adore l'OL. Et en dernière minute, ils ont dit pas de problème, mais on vous payera pas. Et ça, la fac, elle a pas bien aimé.
Alors, sur le coup, moi, j'étais prêt à tout faire gratuitement, même à payer pour faire ça. Mais je trouve qu'ils ont très bien réagi. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de choses de stack habit. Donc, il a fallu que je trouve un stage en urgence. J'ai passé 2-3 entretiens et finalement, ça m'a pas forcément convaincu. Et j'avais déjà commencé à bosser là, dans la boîte de mes parents. Et je me suis dit, bah, y a des trucs à faire. Mon père, j'ai pas bossé avec lui. Parce qu'il était toujours par Mons et Parvaux, parce que comme vous pouvez le constater, il y a peu de champs pétrolifères autour de Lyon. Et j'ai travaillé sur une mission bien précise qui était de développer une base de données pour mieux comprendre les tenants, les aboutissants, les attentes de nos clients. Donc je ne l'ai pas beaucoup vu. En revanche, j'étais souvent avec ma mère. Ça s'est bien passé, mais j'étais content que ça dure qu'un an. Voilà, j'aime beaucoup maman, mais c'est pas... Moi, le boulot en famille, la restauration, c'est par exemple un secteur où il y a beaucoup de gens qui travaillent en famille. Bon, il se trouve que moi, je suis associé à mon frère aussi dans le resto, mais c'est pas un truc après lequel je cours. Faut bien savoir faire la part des choses. Et le dimanche, quand on se voit, il faut aussi savoir couper, quoi. Voilà, c'est pas toujours évident. Mais ça peut être une chouette expérience. Et je pense qu'en termes de transmission, c'est quelque chose d'important. Parce que là, je pense que la vocation première d'un parent, c'est de transmettre à ses enfants. Donc, si vous pouvez vous y retrouver d'un point de vue professionnel, c'est plutôt chouette. Mais après, partez faire vos propres expériences sans maman. Oui. Merci d'avoir répondu à ma question. Bonjour, je m'appelle Théoline et j'ai 19 ans. Alors pour ma part, j'ai des difficultés à tisser des liens de complicité avec les autres, notamment en amitié. Alors d'une part, je suis quelqu'un qui se compare beaucoup aux autres. À l'école, par exemple, j'étais bonne élève, mais j'avais du mal à aller discuter avec les gens qui étaient plus studieux que moi ou qui avaient des meilleures notes. Et de façon plus générale, les filles que je juge a priori plus belles, intelligentes, bienveillantes, et ben, là aussi, j'ai encore des difficultés à aller vers elles. Et d'autre part, j'ai du mal à tisser des liens de complicité parce qu'à un moment, je me suis retrouvée entourée de gens qui sous couvert du rire, me rabaissaient. Et j'ai mis quelques années à m'en rendre compte. Donc, j'ai été dans des relations très déséquilibrées. Et ce que j'en tire, c'est que j'ai pas su choisir mon entourage, un entourage qui soit porteur. Et ce que je vois chez vous, dans votre parcours, c'est que vous avez quand même baigné dans un milieu plutôt compétitif, les médias. Et le risque, je trouve, c'est de s'entendre bien avec tout le monde, de sympathiser, d'être assez cordial, mais de ne pas réussir à aller peut-être plus loin, c'est-à-dire à trouver des personnes qui nous connaissent peut-être vraiment, ou alors à être entouré mais de personnes qui sont là plutôt par intérêt. Donc ma question, c'est de savoir comment est-ce que vous faites pour séparer la sincérité et reconnaître quelqu'un qui est plutôt là par utilité. Et comment est-ce que vous faites pour établir et maintenir des relations qui soient stables ? C'est une vaste question. Alors, faire la part des choses entre sincérité et opportunisme, c'est un peu au pifomètre, enfin c'est inné, c'est du ressenti. Bon, il y a un juge de paix, c'est qu'il y a les gens qui étaient là avant et il y a ceux qui sont arrivés après. Donc ceux qui arrivent après, on peut toujours se poser la question. Moi, je pars du principe que les gens sont sympas et me veulent du bien, a priori, parce que j'aimerais bien qu'on parte du même principe avec moi. Et a posteriori, après, c'est, comme on le dit, les paroles en amour, c'est une chose, sont les preuves qui comptent. Et je pense qu'en amitié, c'est un peu la même chose. Quand je dis des preuves, c'est pas faire des choses en particulier, mais il faut juger sur pièce. Au quotidien, je pense que la confiance, c'est important. Finalement, ne pas faire confiance aux gens, c'est pas se faire confiance à soi-même, puisqu'on craint d'avoir un jugement biaisé. Au pire, on se trompe, mais c'est pas grave.
c'est Nelson Mandela qui dit, ça fait toujours bien de citer Nelson Mandela lors d'une intervention publique, qui dit soit je gagne, soit j'apprends. Bah, c'est un peu ça. Au pire, on apprendra de ses erreurs par la suite, mais je pense qu'il faut pas se lancer dans une relation avec autrui en étant suspicieux. Je comprends que les différents parcours de vie puissent jouer et que quand on s'est pris 2-3 claques, on n'a pas forcément envie de s'en prendre une à nouveau. D'un autre côté, j'ai envie de dire qui ne tente rien n'a rien, quoi. Donc parfois, il faut se faire un peu violence à soi-même et essayer de passer le cap. C'est pas évident, hein, j'entends bien, mais il n'y a jamais de trop belles affaires dans la vie. Une belle voiture pas chère, ça n'existe pas. Un métier passionnant dans lequel on devient bon, ça n'arrive pas d'un claquement de doigts. Donc je pense qu'en amitié, c'est pareil, ça reste du travail. C'est pas forcément une réponse à votre question, mais c'est un peu ma vision des choses. De rien. Alors bonjour, moi je m'appelle Naya et j'ai 20 ans. J'ai un petit frère qui a 9 ans de moins que moi et qui est né sourd profond. Je me suis beaucoup occupée de lui et notre relation s'est fortement renforcée. Sourd profond. Nous sommes très fusionnels et nous sommes un vrai pilier l'un pour l'autre. En me renseignant sur votre parcours et sur votre vie, j'ai vu que vous aviez un frère et que c'est une relation que vous gardez assez discrète. Vous n'en parlez pas spécialement. Et j'ai vu que vous êtes du coup associé dans votre restaurant Les 5 Mains. Pour moi, je trouve que c'est une chance que vous ayez pu trouver un sujet qui vous réunit durablement. J'aurais adoré pouvoir trouver un sujet en commun avec mon frère afin de pouvoir garder un lien étroit avec lui. Ce qui a joué à la création de notre lien, c'est son handicap, parce que j'ai tout de suite eu un sentiment de protection envers lui. Donc je me demandais si, selon vous, votre handicap a pu avoir un rôle dans votre relation, dans son évolution. Voilà. Alors, je pense pas. Nous, on a 7 ans d'écart, mais moi, j'ai 7 ans de plus. Donc, dans la mesure où j'étais l'aîné, il me semble, on n'a pas parlé plus que ça, mais que ça lui semblait normal. Et je pense pas qu'il y ait eu de questions à se poser vis-à-vis du handicap. En revanche, je pense qu'il a été peut-être un petit peu plus dur pour lui, étant lui, il est sommelier, et étant à terme dans le même créneau que moi. C'est que quand il a débuté, on lui parlait beaucoup de moi, et j'imagine que ça doit, au bout d'un moment, ça doit un petit peu saouler. Mais le handicap n'a pas été un levier dans notre relation. Alors oui, on a cette passion commune. Après, il aurait aimé la mécanique, ça aurait été quand même mon frère, on aurait quand même fait des choses ensemble. Mais en fait, c'est cool parce qu'on a cette passion commune, mais on n'en parle pas plus que ça. Alors quand on va au resto, on va commenter un truc ou il va me faire goûter du vin et je vais lui dire c'est bien, c'est pas bien, voilà. Mais c'est pas là-dessus qu'est basée notre relation, et je pense que on peut très très bien s'entendre avec ses frères et sœurs sans avoir, enfin, faut pas vous inquiéter, si vous n'avez pas une passion commune, c'est pas dramatique, ça n'empêche pas de s'aimer, ça n'empêche pas d'avancer ensemble. Je vous en prie. Bonsoir à toutes et à tous. Attendez. Je crois qu'il n'est pas allumé. Voilà. Non, attendez. C'est une connerie. Voilà, ça devrait être bon. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous passez un bon début de soirée. Bonsoir Grégory. Je suis Andy, j'ai 16 ans et depuis 3 ans, j'ai été diagnostiqué TDAH et multidys. TDAH qui signifie trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En l'occurrence, moi, c'est avec. Le handicap invisible fait donc partie de ma vie, il la conditionne même. C'est compliqué pour moi de débattre, d'écouter une intervention orale de plus de 10 minutes, d'écrire, de lire un livre, et je suis donc obligé de suivre un traitement. Mes handicaps affectent aussi beaucoup ma confiance. Je m'autocritique. J'ai notamment subi des remarques blessantes de la part de mes camarades quand j'étais dans le milieu scolaire. J'ai peur de prendre la parole en public. J'ai été surpris de découvrir que longtemps vous avez comme ignoré votre handicap, pourtant bien visible, et il n'a pas semblé vous limiter dans vos projets et vos ambitions. Vous avez fait des sports comme l'escalade, vous avez fait des études qui vous ont mené à l'étranger.
Je me demande donc alors comment vous avez fait pour dépasser l'étiquette du handicap qui, moi, me colle à la peau et parfois me définit, me réduit à des diagnostics. Et comment vous avez fait pour construire votre confiance en vous ? Alors déjà, félicitations d'avoir pris la parole en public. C'est super. Alors, c'est un vaste sujet. Je suis pas persuadé d'avoir une grande confiance en moi-même. Alors, moi, mon handicap, il se voit, donc ça aide. C'est le problème des handicaps invisibles, c'est que les gens, ils percutent pas toujours et c'est un peu compliqué. Bonjour. On m'a diagnostiqué beaucoup plus tard un handicap invisible, on trouve de l'hypersensibilité, enfin tout le pataquès. Mais je ne savais pas, mais finalement ça m'a plus handicapé que le bras. Je pense que faut essayer de temps en temps de faire montre de caractère, c'est un peu facile à dire, mais on ne viendra pas vous chercher sur votre canapé. On va vous dire, mon petit chéri, ça va tout bien se passer. Et la vie, elle est dure. La vie, elle est dure. Elle est dure pour tout le monde, mais elle est plus dure pour certains. Parce qu'il y a le ressenti qu'on a soi-même et parce qu'on part. Alors, on est égaux en droit. C'est un peu le problème en France, on dit liberté, égalité, fraternité. On a l'impression qu'on est tous pareils. Ben non, on est tous différents. Et c'est ça qui est bien. Mais quand on est tous différents, parfois, quand on part quand on est au départ du 100 mètres, on se trimballe une enclume derrière soi et c'est pas forcément facile. La corde, on pourra pas la couper, mais en revanche, on pourra se dire, moi je vais y arriver et je vais pas regarder le chemin des autres. Moi, je vais suivre mon couloir. Mon but, c'est de terminer la course. Je sais pas d'être devant, derrière. À la limite, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que alors, je sais pas si c'est si mon caractère a été influencé par mon handicap. Ou si la manière dont j'ai vécu mon handicap, c'est du fait de mon caractère. Mais une chose est certaine, c'est qu'on n'avait pas à me dire où je devais aller, ce que je devais faire. C'est un truc un peu sale caractère de temps en temps, mais je pense qu'on peut manquer de confiance en soi, mais dans ce cas-là, il faut essayer de développer sa détermination. Voilà, c'est-à-dire, moi je vais y arriver, et vous pouvez me dire ce que vous voulez, moi je vais y arriver. Et y arriver, c'est pas un truc, c'est pas devenir riche et célèbre, c'est pas devenir. Y arriver, c'est d'être à sa place au bon moment, avec de l'effort. C'est la même chose, c'est-à-dire que sans effort, on n'a rien. Donc c'est pas facile. C'est dur parce que ça heurte. Enfin voilà, c'est pas évident de se prendre des coups sur son petit cœur, quoi. J'entends bien, c'est pas facile. Je pense que quand on a un handicap, faut pas le nier. Alors c'est vrai que moi longtemps, je faisais pas comme si ça n'existait pas, parce que j'avais conscience qu'il me manquait une main et c'était pas mon problème, mais j'avais pas envie d'être réduit à ça. Mais je pense que finalement, voilà, je suis handicapé, c'est comme ça et c'est pas grave. Faut en tenir compte parce que c'est en tenant compte de sa globalité qu'on arrive à avoir une vision qui permette d'avancer. Si on dit ça n'existe pas, il se trouve que ça existe. Donc on ne peut pas faire tellement différent. Alors je suis désolé, c'est pas une réponse magique, mais je pense qu'il faut avoir envie d'avancer et il faut se dire j'essaye d'un peu moins écouter les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faille se fermer à autrui, mais se dire juste voilà, je vais essayer de mettre peut-être une petite barrière sur mon cœur pour que ça me fasse moins de la peine quand il y en a d'autres qui se fichent de moi, ou alors je peux y repenser. Parce que c'est un peu le problème aussi. Je dors très mal parce que moi, mon cerveau, il tourne tout le temps. Et quand il y a un truc qui m'énerve, c'est en boucle, et ça c'est très difficile. Alors ma mère me disait, mon petit chéri, il faut que tu lâches prise. Je dis, mais maman, si je lâche prise, mais tout s'effondre, enfin voilà. Donc c'est les gens qui vous disent, faites de la méditation. Alors c'est très bien la méditation, mais je pense que toi comme moi, on va tenir 30 secondes à méditer, quoi. Donc faut essayer de trouver des choses qui apaisent, et surtout réussir parfois à mettre les choses dans des petites boîtes. Ça ne veut pas dire qu'il faille systématiquement mettre la poussière sous le tapis, mais essayer de relativiser. Moi, j'aime bien me foutre de moi-même. C'est-à-dire, quand je suis au volant, je suis très compliqué au volant. Moi, j'insulte tout le monde. Enfin, c'est un peu moi contre le reste du monde. Et c'est mal. J'essaye de travailler dessus. Et parfois, là, je suis là en train de m'énerver. Et en fait, je me marre. Je me dis, mais t'as l'air ridicule. J'essaie de me mettre comme si je m'observais depuis l'extérieur, quoi. Donc, parfois, il faut essayer de prendre du recul, s'observer depuis l'extérieur. Et puis, tu dis, tiens, quand je regarde de l'extérieur, la situation, elle est peut-être pas si mal que ça. Voilà.
Faut appuyer sur le bouton, juste dans celui de devant. Normalement, un petit coup là sur Mike. Est-ce que ça marche? Non? Vous avez le vôtre? Hop. Ah oui, il marche pas non plus, décidément. Ah voilà. Ouais. Il y en a un qui a failli perdre son poste là. Bonsoir Grégory. Moi je m'appelle Gianni, j'ai 21 ans. Je suis quelqu'un qui adore bien manger. Concrètement, ça veut dire pour moi que j'adore la nourriture bien cuisinée, que j'adore découvrir de nouvelles saveurs. Et donc, je me suis lancé dans un défi de devenir ce cuisinier amateur pour régaler ma famille, mes amis et surtout moi-même. Pour en arriver là, j'ai eu une prise de conscience, c'était à 15 ans, lors d'un voyage à Rome, au lycée. J'étais dans une famille d'accueil qui avait cette culture de manger de bons plats cuisinés, de prendre le temps. Et à mon retour en France, j'avais envie que ça continue. Si j'aspire autant à devenir un bon cuisinier amateur, c'est aussi grâce à un facteur transmission, ma mère. C'était elle qui, à la maison, souhaitait qu'on découvre de nouveaux aliments. C'était elle qui cuisinait le plus souvent. Et c'était surtout elle qui nous amenait dans plein d'adresses, plein de restos, plein d'endroits gastronomiques. Ma question, c'est, et toi, d'où il vient ton amour pour la nourriture cuisinée ? Alors, c'est une bonne question. C'est particulier la physiologie du goût, parce que je pense qu'il y a de l'inné, on aime manger déjà, naturellement. Et puis il y a de l'apprentissage. Moi, c'est vrai que j'étais dans une famille où on a toujours cuisiné. Enfin, j'ai toujours vu les gens cuisiner. J'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents et moi, c'était mon grand-père qui cuisinait parce que quand j'étais petit, ma grand-mère travaillait encore. Donc lui, il était à la retraite, donc il cuisinait de la cuisine familiale et tout. Maman, je l'ai toujours vu cuisiner aussi. Et je pense que forcément, ça a joué. Après, moi, mon goût pour la nourriture est venu de là. J'ai toujours bien aimé manger et du fait que j'aimais bien manger, après j'ai voulu essayer de cuisiner. Alors j'ai découvert ça un peu même totalement, chez les scouts quand j'étais petit, parce que chez les scouts on nous laissait cuisiner alors qu'à la maison, quoi qu'ait pu en dire ma mère, j'avais pas le droit d'approcher les fourneaux. Et du coup j'ai un peu cuisiné comme ça et puis de fil en aiguille on se prend au jeu et c'est une passion qui se développe, qui est même décorrélée du fait de bien manger, quoi. Mais ça aide quand même d'avoir un petit peu de palais. Et je trouve que quand tu es plus jeune et que tu cuisines, tu veux toujours faire tes preuves, tu essayes des trucs nouveaux, tu crois qu'en l'innovation. Et finalement, avec le temps, je parlais de physiologie du goût, je pense qu'elle s'opère aussi, cette physiologie du goût, avec les souvenirs de l'enfance. Et que tout ce qu'on a acquis, c'est pour ça que c'est important de bien faire manger les jeunes, parce que c'est bien de découvrir la gastronomie plus tard, c'est sympa, mais on n'a pas la même appétence. C'est comme plein d'activités, plus on en fait jeune, plus ça reste ancré profondément en nous. Et moi, plus j'avance, plus j'aime les plats traditionnels, parce que ça me rappelle la famille, et parce que je pense que c'est ça qui est facteur de convivialité aussi. Et voilà, mais j'aime toujours découvrir des nouveaux trucs, et parfois je mets aussi un coup de pied aux fesses en me disant essaye de changer un peu de resto ou de plat que tu te fais le soir, parce que ça, c'est pas bien de tourner en boucle. Mais voilà, je pense qu'il est venu mon goût pour la cuisine, il est venu d'un palais développé, et d'une gourmandise certaine, et d'un entourage bienveillant quant à la cuisine. Bonsoir à tous, bonsoir Grégory. Je m'appelle Axel, j'ai 19 ans et j'ai toujours eu du mal à trouver ce que je voulais faire comme métier. J'ai d'ailleurs commencé un BTS en bioanalyse et contrôle l'année dernière, mais j'ai vite compris que ça ne m'allait pas et du coup j'ai arrêté. J'ai enfin très récemment trouvé un domaine qui pourrait potentiellement m'intéresser, la communication et le luxe. Vous avez vous-même envisagé plusieurs voies, comme la prospection pétrolière, la médecine, le droit, et responsable d'une agence de communication dans la gastronomie. Comment avez-vous finalement su trouver votre voie dans les choix de métiers qui s'offraient à vous ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pas savoir ce qu'on veut faire à l'issue du secondaire, c'est totalement normal, puisque vous passez 10 ans de votre vie à apprendre des trucs, des maths, de l'histoire, des choses comme ça, mais on n'a aucun contact avec le monde du travail.
Je trouve ça très bien, il faut avoir une base solide. Mais voilà, par exemple, comment vous voulez... Moi, j'ai commencé par des études de droit. Alors oui, je voulais faire médecine ou droit. Et médecine, je me savais un peu fainéant. Je voulais faire de la médecine militaire, parce que d'autres trucs qui m'intéressaient dans la médecine militaire. Et j'ai été recalé à la visite médicale à cause du bras. Donc j'ai fait du droit. Bon, ça m'a pas plus frustré que ça. Mais on débarque en droit, on n'a jamais fait de droit de sa vie. On a une image d'Épinal de ce à quoi peut ressembler un métier. Donc forcément, quand on se confronte au réel, parfois ça peut être un peu violent et ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'imaginait. Moi, mon parcours n'a pas été rectiligne. Il y avait un journaliste, une des premières interviews que j'ai données, j'ouvre le journal, j'étais trop content, et il y avait marqué après un parcours scolaire chaotique, Grégory Cuillerand. Je me dis, oh, c'est un peu dur quand même. J'ai fini ce que j'ai commencé. Vous voyez, le droit, j'ai fait mon DUG, ensuite j'ai fait d'autres trucs. Je ne serais pas là où je suis à l'heure actuelle si j'étais pas passé par les étapes précédentes. Je pense que chaque étape amène vers la suivante, et en fait, c'est assez naturellement que je me suis retrouvé là. Par hasard, soit, mais à l'époque, moi je m'occupais, avant d'avoir mon agence de com, je travaillais à l'Auberge de Lille, qui était un restaurant étoilé sur l'île Barbe, et c'est là qu'on a été contacté par une entreprise, une boîte de production, pour savoir si on avait parmi nos clients des gens susceptibles d'être intéressés par un concours de cuisine amateur télévisuel, un nouveau concours de cuisine amateur, et c'est comme ça que j'ai dit, bah moi ça m'intéresse, et puis ils m'ont sélectionné, et j'ai gagné ce truc-là, et après 2 ans plus tard, il y a eu le truc Natio, mais j'ai jamais voulu être cuisinier moi, au départ. J'ai toujours adoré la cuisine, je voulais pas forcément en faire un métier. Donc, comme j'ai pu le dire tout à l'heure à une de vos camarades, je pense que la vie elle est pleine de surprises. Alors, ça veut pas dire qu'il faille attendre les fesses rivées sur un fauteuil que ça vous tombe dessus, mais je pense que déjà s'activer, avancer. On avance, puis on voit ce que ça donne, on essaye. C'est jamais grave d'échouer dans un domaine, parce que sa voie est certainement ailleurs. Alors je vous dis pas qu'il vous faut essayer tous les métiers du monde, mais voilà, vous allez voir, vous avez un truc pour lequel vous avez une appétence, donc il n'y a pas de raison que ça vous plaise pas par la suite. De rien. Balle neuve, c'est ça, on change d'interlocuteur. Alors, bonjour, je m'appelle Inoé, j'ai 22 ans et j'aimerais vous parler d'une des passions qui rythment votre vie aujourd'hui, la cuisine. Personnellement, depuis petite, je touche beaucoup aux différentes activités artistiques, ce qui m'a permis d'accéder aux beaux-arts. Malheureusement, arrivée aux beaux-arts, je suis rentrée dans une spirale infernale. J'ai commencé à enchaîner énormément d'activités comme la sculpture, la peinture, la gravure, le dessin ou encore la photographie. Je me sentais comme obsédée par la pratique, je mangeais art, je dormais art, je vivais art. J'ai enchaîné des journées, des nuits en vivant à travers ma passion, jusqu'au jour où ma propre passion m'a perdue, où mon corps m'a lâché, où donc je suis tombée en burn-out. Pendant 2 ans, je n'ai pas réussi à me remettre ne serait-ce qu'au dessin, sûrement par doute et par peur. Aujourd'hui, beaucoup vous décrivent comme étant un cuisinier passionné et engagé. Il est vrai aussi que l'on vous voit sur tous les fronts, à travers différentes activités comme les émissions, la cuisine, les conférences, les conseils, etc. Donc ma question est la suivante. Comment réussir finalement à ne pas tomber dans une addiction, à ne pas se sentir submergé? Comment allier vie et passion, et donc comment ne pas se perdre dans sa propre passion? Alors, c'est une bonne question. Alors, comme vous le disiez, moi dans ma vie, il y a beaucoup de transversalité. J'aime pas être mono-activité. Ça m'intéresse pas. J'aimerais pas faire que de la cuisine. J'aimerais pas faire que de la télé. J'aimerais pas faire que des conférences. J'aimerais pas faire que du conseil. Mais tout ensemble, voilà, ce côté un peu protéiforme, ça me plaît bien. Je pense que aussi ce qui me sauve, c'est justement d'avoir plein de choses différentes. Par exemple, on me demande toujours si j'ai des étoiles ou des trucs comme ça. Moi, ça m'intéresse pas. On m'en donne, je suis très content, mais
après c'est mon expérience simplement, mais j'ai plus une version universaliste de la chose. J'aime bien les picorer un peu à droite à gauche et me nourrir de plein de choses sans être dans une véritable... alors, maîtriser un sujet soit, mais sans en être un hyper spécialiste. C'est-à-dire aller chercher le petit truc ultra pointu, ça tient à mon caractère, c'est un truc qui me fait pas rêver. Donc je pense, ce que je dis souvent aux cuisiniers aussi, quand j'interviens dans des écoles, je leur dis aux jeunes, mais allez au théâtre, écoutez de la musique, allez au cinéma, enfin faites des trucs, mais arrêtez de lire que des magazines de cuisine quand vous sortez de la cuisine, déjà parce que ça fait des gens un peu préformatés et ça sert à rien. Et souvent, quand on est dans un domaine, on est beaucoup plus nourri par quelque chose d'autre, parce qu'à force de rester dans le même domaine, on va finir par s'auto-cannibaliser. Donc c'est pas l'idéal. En revanche, je dois un peu me freiner de temps en temps parce que comme j'ai des activités qui sont un peu en dents de scie et que moi, pour le coup, c'est pas juste lié à ma force de travail, c'est-à-dire que je suis dépendant des demandes extérieures et parfois j'ai tendance à trop en prendre par peur de manquer par la suite. Puis ça m'a repris un peu après le Covid ou pendant le Covid, enfin suite au Covid. J'ai eu 9 mois très très compliqués financièrement parce qu'il n'y avait plus d'événementiel, il n'y avait plus rien. Donc moi je ne me payais pas sur le resto. Alors les restaurateurs ont été très bien aidés et moi j'étais pas salarié de mon resto, donc du coup c'était chaud. Et là je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et quand ça a repris, j'ai un peu pris tout ce qui passait, tout en restant exigeant quant à la qualité ou trucs comme ça. Je ne suis pas allé vendre du McDo non plus. Et là j'essaye de me raisonner. C'est la même chose que pour votre camarade de tout à l'heure. C'est la notion de pas de côté, essayer de prendre un peu du recul. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que c'est un point de vigilance à avoir et se dire toujours j'en suis où? Et si je m'observe de l'extérieur, qu'est-ce que j'en pense là, de ma vie, de la manière dont je gère tout ça? Parce que faut aussi être à même de se protéger soi-même. Il n'y a pas tout le temps un Deus ex machina ou des gens de l'extérieur qui vont venir et qui vont vous dire attention, là tu t'en fais trop, attention. Enfin voilà. Je pense qu'il faut tenter d'avoir un peu de bienveillance à son endroit et être son propre baromètre. Un peu être toi le ciel t'aidera. Hein. Donc, bonjour Grégory, moi je m'appelle Benjamin, j'ai 25 ans et je suis diplômé d'un bachelor en game design et aujourd'hui je souhaite vous parler de mon parcours et du syndrome de l'imposteur. Faut savoir déjà que dans la production de jeux on travaille par équipe sur des projets et donc j'ai été diplômé grâce à un projet où je considère ma participation comme trop peu importante pour en tirer de la fierté. Ce sentiment a été nourri dans mes études par un manque de sérieux, d'implication et de responsabilité de la part de collègues, des critiques sur mes méthodes de travail ou encore ce qui s'en est suivi un isolement social. J'étais de moins en moins investi dans mes études, le confinement en prime. Tous ces événements m'ont rendu incapable de me présenter sur le marché du travail. Ce syndrome d'imposture s'étant installé, j'avais plus d'estime de moi, je me considérais comme un étudiant diplômé mais incompétent, ce qui a mené à une dépression. Et donc pour en venir à vous, vous avez un parcours scolaire et professionnel plutôt hétérogène, vous n'avez pas de parcours hôtelier ou dans la restauration, et pourtant vous voici une des figures de la cuisine française. Donc, ce qui m'amène à vous demander, avez-vous déjà ressenti un sentiment d'imposture vis-à-vis de votre statut de chef cuisinier? Et si c'est le cas, comment vous êtes parvenu à le dépasser? Alors moi, c'est très particulier parce que j'ai pas trop débarqué dans la cuisine par mes compétences, mais par la médiatisation. Donc J'étais très content de ce qui m'arrivait, mais j'étais conscient de ce que j'étais. Et pour le coup, là, c'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est que les gens me voyaient meilleur que je n'étais. Donc j'ai eu un peu peur de décevoir les gens. Ça, c'est sûr. D'un autre côté, là, j'étais là face au truc. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc j'ai bossé. J'ai essayé de m'entourer aussi parce que
C'est pas parce qu'on fait le mariole à la télé et qu'on fait à manger pour 5 personnes qu'on est capable d'avoir un restaurant. Donc j'ai pris des associés à l'époque. Et c'est vrai que c'était un peu spécial. Parce que je me souviens d'une fois, dans le premier concours de cuisine que j'ai fait, Georges Blanc était mon parrain. Georges Blanc, il a 3 étoiles. Il vient de la conserver. D'ailleurs, j'ai vu ça hier au guide Michelin. Depuis 1981. Et une fois, je le croise dans Lyon, parce qu'il aime bien venir au cinéma à Lyon. Et on discute. Et c'était au début, c'était 1 an après mon émission. Et là, il y a une dame qui s'arrête, qui me regarde, qui dit « Ah, vous êtes un cuisinier extraordinaire », qui tourne les talons et qui part. Donc ça l'a fait marrer, lui, heureusement d'ailleurs. Je lui dis voilà, elle voit un mariole à la télé, elle dit ah, vous êtes formidable, et il y a un chef 3 étoiles, elle le calcule même pas parce qu'elle devait même pas savoir qui c'était. Je pense que comme toute chose, faut quand même avoir confiance en soi. C'est pas évident parce que moi aussi, c'est comme mon resto, c'est-à-dire que les gens me disent ah c'est super, on mange super bien dans ton resto, c'est formidable, sauf que c'est pas moi qui cuisine, donc c'est compliqué. Je pense que moi ce qui m'a aidé c'est d'acquérir aussi dans le cadre du travail par la suite les compétences. C'est-à-dire, de manière, quand on arrive sur le marché du travail, on est forcément un imposteur. Enfin, on n'a pas d'expérience. C'est-à-dire, on est fort de ses qualités, hein, c'est certain. Mais je me souviendrai toujours, avant de faire de la cuisine, je portais les sacs d'un photographe de chef cuisinier. Ils étaient très équipés pour ça. C'est pas pour ça que j'avais un syndrome d'imposteur, mais on était dans une cuisine, on était allé voir Christian Lesquer au Doyen à Paris. Et il avait une 3e étoile depuis 3 ans. Il expliquait qu'au début, il n'était pas chef 3 étoiles, il avait ce sentiment de l'imposteur. Mais qu'il a vu ça comme un défi. Et je pense qu'il faut voir les choses comme un défi. C'est-à-dire que voilà, le job, je ne suis pas sûr de pouvoir le remplir correctement. Je ne sais pas si j'ai les compétences pour. Mais si je n'essaye pas, j'y arriverai pas. Et en fait, on se rend compte que finalement, encore une fois, quand on se met dans l'action et qu'on y est, ouais, on n'est peut-être pas parfait, mais on n'est pas si mal que ça. Et de toute manière, on va devenir encore meilleur. On peut, avec le temps, on peut que s'améliorer, on va pas se déprécier. Vous avez fait vos études, vous avez terminé, donc vous êtes forcément meilleur à la fin qu'au début. Faut faire aussi confiance aux gens. Si vous embauchez, c'est qu'ils estiment que vous avez les compétences. Si de vous-même, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous enfoncez pas un peu les portes, alors je comprends qu'il faille se remettre de tout ça, mais je pense qu'il faut essayer d'avancer, quitte à jouer la comédie. Vous êtes en syndrome de l'imposteur, pas de problème. Jouez le gars qui est bon dans son métier. Vous pensez pas, mais jouez-le. Après, voyez sur pièce. Vous n'allez pas anticiper. Vous estimez pas bon pour un poste dans lequel vous n'êtes pas encore. C'est-à-dire, au bout d'un moment, si au bout de 6 mois, vous êtes vraiment trop nul, vous dites, va falloir que je travaille plus. Mais tant qu'on n'y est pas, je vois pas comment on peut juger. C'est même un peu prétentieux, ça. C'est-à-dire que vous anticipez le fait d'être nul. Je pense qu'il faut aller au-delà et il faut se faire un peu mal, hein, mais faut se frotter à la problématique. Tant qu'on ne sait pas frotter au truc, vous le saurez jamais. Finalement, est-ce que ce syndrome de l'imposteur, c'est pas un petit confort de dire ah, je franchis pas la ligne, je reste sur ma chaise, comme ça il peut rien m'arriver. Si vous avancez, si vous essayez de vous bouger les fesses, alors le succès n'est pas garanti. Et alors si c'est pas sur le premier job, ce sera sur le deuxième. Mais comme disait Nelson Mandela, soit j'apprends, soit je gagne. Voilà. Bonjour, je m'appelle Zélie, j'ai 18 ans et j'ai toujours prêté beaucoup d'importance au regard des autres. Cela m'a notamment freinée dans des projets personnels ces dernières années, à tel point que je me suis retrouvée stoppée net dans mon cheminement personnel. En tant que personnalité publique, vous êtes plus exposée au jugement et au regard des autres. Comment parvenez-vous à vous détacher du regard des autres ? Alors, très bonne question. Je me souviendrai toujours... Les premiers temps, là, quand je faisais l'émission de télé, j'allais voir ce qui se disait sur les fils de... Enfin, il y avait déjà des réseaux sociaux, mais c'était un peu... C'était archaïque à l'époque, c'était presque... il y a plus de 15 ans. Et j'allais voir ce qu'ils disaient. Je pense que le meilleur moyen de ne pas prêter attention au regard des autres, c'est de ne pas les écouter. Ça peut aider. Alors c'est un peu facile, mais voilà, faut essayer de ne pas regarder dans l'assiette du voisin. Et c'est pas évident, hein. Moi, combien de fois ça m'arrive de me dire oh, lui c'est un vrai con, je le connais vraiment, et pourquoi il passe à la télé ou machin. Enfin, voilà. Après je me dis bon, qu'est-ce que ça va t'apporter. Je pense que c'est naturel, hein, de prêter attention au regard des autres. Et finalement,
c'est avec le temps qu'on s'endurcit un peu et qu'on se rend compte que, en plus, je vais faire mon vieux, mais quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que la vie de tout le monde est super. Ouais, c'est formidable et tout. Quand on regarde un peu le backstage ou qu'on connaît les trucs, c'est pas la même limonade. Faut avoir un esprit critique vis-à-vis de ça. C'est comme la télé. Moi, je me souviens, j'ai quand même regardé la saison de Top Chef que j'ai faite, et je regardais le truc, je me demandais si j'allais être éliminé ou pas à la fin du truc. Enfin, alors que je connaissais parfaitement l'issue. C'est-à-dire que on essaye parfois de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, et faut pas se fier à ça. Faut toujours avoir un regard critique. Et le regard critique, c'est aussi de se dire pourquoi d'autres seraient mieux que moi-même ce pourquoi je suis fait. Alors, bien évidemment, c'est pas évident parce que faut travailler sa confiance en soi, et il n'y a pas de remède magique. Mais je pense que déjà, si vous écoutez un peu et que vous essayez de faire ce qui vous plaît, c'est un peu, ça fait conseil bidon. Je sens que ça vous déçoit comme conseil, mais c'est déjà une première chose. Je pense que on a tendance à toujours vouloir se fixer des objectifs trop lointains et mettre la barre trop haute. En fait, finalement, si je veux arriver en haut de l'escalier, je vais peut-être commencer par la première marche. Si j'essaye directement d'aller à la 5e, forcément, je vais me rétamer et les autres vont se foutre de ma gueule. Mais si j'essaye d'y aller step by step, je pense qu'il faut se lancer des petits défis, et des défis du quotidien dans le boulot, et pour pouvoir avancer. Et moi, quand je cuisinais à la maison, quand j'étais plus jeune, je me disais pas, tiens, un jour je serai un grand chef. Alors je vais vous apprendre un truc, en plus je le suis pas, parce que j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Je sais ce que je vaux, je sais que je suis correct, je sais que je fais bien le job, j'ai acquis de l'expérience, mais je suis pas un grand chef, et je vis très bien. Alors peut-être que dans mon dos, il y a des gens qui se fichent de moi, qui disent l'autre c'est pas un grand chef. Et alors, je fais ce qui me plaît, j'essaye de m'entourer un maximum de personnes plutôt sympas, donc c'est déjà pas mal. Et ça, c'est ce qui va aussi avec le temps, c'est-à-dire que plus ça va, moi j'ai envie de travailler avec des gens pas sympas. C'est-à-dire qu'avant, au départ, on prend un peu tout. Maintenant, je peux avoir cette exigence, et je m'enquiquine plus avec des gens qui sont des parasites. Et c'est ça. S'ils sont des gens qui vous font perdre votre confiance en vous, et faut les éliminer, au sens théorique du terme, que les choses soient claires. Mais voilà, ça sert à rien. Je pense que si on veut se faire du bien, faut s'entourer de gens qui vous font du bien. Alors, ce qui ne veut pas dire que les gens doivent être parfaits, et que du moment où vous avez des anicroches avec des amis, faut plus leur parler. Faut accepter le fait qu'on ait tous des opinions qui divergent. Mais en revanche, faut quand même être très, très sensible à cette bienveillance. Et ça commence par une bienveillance pour soi-même. Voilà, faut travailler, c'est comme tout, faut travailler tous les jours, et tous les jours se dire je suis peut-être pas si mal, ou tiens, j'ai fait ça, c'est bien. Faut pas sombrer dans l'autosatisfaction, mais au fur et à mesure essayer de faire bouger un petit peu cette petite voix intérieure qui vous dit t'es trop nul, regarde les autres ils te trouvent nul. C'est quand même dommage. On a un micro peut-être. C'est très spécial comme exercice, que j'ai l'impression d'être un yogi, un gourou. Enfin, j'ai pas l'occasion où je vous partage mon expérience. Je vous garantis pas que ça marche, mais je fais ce que je peux. Bonsoir Grégory. Moi c'est Lily Rose et j'ai 20 ans. Et ces derniers temps, du coup, j'ai pu observer votre ligne de vie, et principalement celle médiatique. J'ai constaté la bipersonnalité que vous présentiez de façon assez systématique. Vous montrez à chaque fois uniquement deux aspects de vous, ultra contrôlés selon moi, qui sont la cuisine et votre handicap. Ce qui me semble paradoxal, car vous énoncez en même temps être une personne accessible et proche des gens. Vous en êtes même arrivé à lier les deux pour en faire une et même chose indissociable et plus contrôlable. On peut l'observer par exemple dans le nom de votre restaurant, Les 5 Mains, ou encore dans le titre de votre livre, La vie à pleine main. J'ai transposé votre situation à la mienne, car j'ai longtemps fait la même chose, en présentant uniquement deux aspects de moi, mon apparence physique et mes études, qui étaient toutes deux des choses sur lesquelles je pouvais avoir le contrôle. J'avais la conviction que présenter autre chose de moi me faisait perdre le contrôle et me rendait profondément vulnérable. J'en suis même, comme vous, arrivée à lier étroitement les deux en faisant des études de mode, ce qui me permettait un plus grand contrôle de moi-même et donc par la même occasion l'impression d'être encore moins vulnérable. Ce qui m'amène à vous demander,
Est-ce que le contrôle de votre image, présenté autour de ces deux traits, handicap et cuisine, n'est-il pas pour vous une façon de dissimuler cette vulnérabilité imposée par le regard d'autrui ? Alors, je viens de me prendre un scud, là. Hein. Alors, en fait, le coup des mains à toutes les sauces, je tiens à préciser que j'ai coécrit le livre avec mon ancien prof de bio. En fait, je voulais. Alors, c'est pas une autobiographie. Enfin, c'est autobiographique, mais c'est pas ma vie, mon œuvre. En fait, l'idée, c'était de parler de handicap au travers de mon parcours, parce que ça me semblait intéressant suite à certains événements. Et donc, le titre, ça vient pas de moi. C'est vrai que ça fait un peu à toutes les sauces. Alors, pour ce qui est du contrôle. Et suis-je contrôle freak ou pas ? Peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Je suis dans le contrôle d'image parce que là c'est la médiatisation et que ça me semble normal d'avoir une façade sociale. Avec mon entourage, je pense pas être comme ça, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant bien. Ouais, je suis peut-être un petit peu trop dans le contrôle et que j'ai pas envie de tout le temps partager tout avec n'importe qui. Alors, je pense pas jouer un rôle. J'avais un peu de mal avec ça à une époque. Je me disais, ce qui me gonflait un peu dans les médias, c'est l'idée de se dire que tout le monde donne une image. Alors ça, c'est ce qui me surgonfle dans les réseaux sociaux. Je confère tout à l'heure. Moi, j'aime bien l'authenticité. Et c'est un truc qui me parle vraiment. Et tant que faire se peut, j'essaye d'être authentique. Après, on peut être authentique et dans le contrôle. On est d'accord. Je pense que le contrôle, enfin c'est même pas je pense, c'est une forme de protection parce que le problème quand on est médiatisé, c'est que il n'y a plus de barrières et tout le monde s'accapare un peu qui vous êtes. Enfin, moi, j'ai des souvenirs avec ma copine de l'époque, là, quand j'avais fait Top Chef. Les gens la calculaient pas, ils lui filaient leur appareil photo et ils disaient prenez-nous en photo. Enfin, ouais, c'est un peu. Et donc, ça, c'est pas quelque chose que je veux. Je pourrais faire comme je veux. Donc, oui, je prends mon costume social. Et c'est vrai que je m'exprime pas surtout tout le temps. Par exemple, moi, j'aime bien la politique. J'aime bien la politique, j'aime bien la vie de la cité. La politique en tant que telle, ça me gonfle, mais voilà, j'ai des opinions. Mais je pense que c'est pas. Je peux m'exprimer en tant que citoyen, mais si on m'interroge, je préfère parler de handicap ou de cuisine parce que c'est pour ça qu'on m'interroge. Je pense que ma position sur l'écologie, l'Europe ou des trucs comme ça, j'entends pas la poser à autrui. C'est-à-dire, si on me demande, je réponds avec grand plaisir. Mais ouais, j'ai le costume du Greg qu'on vient chercher pour parler de cuisine et de handicap. Alors après, charge à moi de savoir que je ne suis pas mon image et de ne pas m'enfermer dans ce rôle-là. Je pense que le contrôle, c'est pas grave. Si derrière, on perd pas l'essentiel de ce qu'on est et qu'on se résume pas à l'enveloppe, mais qu'on s'attache un peu à l'intérieur et qu'on ait des soupapes aussi. Parce que si on est que dans le contrôle tout le temps, au bout d'un moment, on pète un plomb. Et je pense qu'il faut pouvoir être dans le contrôle dans certaines situations, mais dans d'autres, et savoir lesquelles, c'est-à-dire dans des cercles bien précis, pouvoir un peu lâcher les chevaux. Voilà, mais j'essaierai d'être moins dans le contrôle dorénavant pour vous. Bonsoir tout le monde, bonsoir Grégory. Je m'appelle Emilien, j'ai 20 ans et cela fait maintenant 2 ans que je travaille dans le milieu de la restauration en tant que serveur. J'ai récemment reçu une offre de travail pour La Réunion que j'ai évidemment acceptée car j'ai la possibilité de concrétiser un job qui à la base était plus alimentaire qu'autre chose. J'y vois par là un risque que je prends car cela implique beaucoup de changements, que ce soit au niveau de l'équipe, de l'environnement ou encore la distance avec la famille. En étudiant votre parcours, j'ai vu que vous aviez débuté une carrière dans la communication qui aurait pu vous être confortable. Pourtant, vous avez pris le risque de vous lancer en autodidacte dans la cuisine. Je me demandais donc quelle était la place du risque dans votre vie et vos prises de décision. Et selon vous, le risque est-il l'ingrédient clé d'une vie réussie ? Alors,
Le risque, il n'était pas si grand que ça, parce que j'étais à un moment de ma vie où finalement j'avais pas tellement, c'était un peu le marasme, professionnellement parlant. Je savais pas trop ce que je voulais et que j'ai eu la chance d'avoir ce coup de pouce de la télé. En fait, j'ai un peu suivi le truc, quoi. J'ai eu un bout de ficelle, j'ai tiré dessus et j'ai continué. En revanche, par ailleurs, j'ai pris plus de risques. Alors, il y a un petit problème, c'est-à-dire que plus on avance dans la vie, plus en prenant des risques, on a de choses à perdre. C'est-à-dire que moi, au départ, je n'avais rien à perdre. Maintenant, j'ai mon petit confort. Je me dis, ça ferait chier de plus gagner d'argent. Ah, ce serait embêtant de plus faire un truc que j'aime. En revanche, ça ne m'empêche pas d'en prendre parce que moi, la routine, ça m'enquiquine. Un truc, j'ai horreur de ça. Je déteste la routine. Alors, c'est même à un point tel que je me dis que c'est pas normal. Enfin, voilà, j'ai toujours peur de faire le tour des choses. C'est peut-être prétentieux aussi parce que les choses sont peut-être beaucoup plus profondes qu'on ne l'imagine. Mais de même que je disais qu'il parfois il fallait des larmes, de la sueur et du sang pour y arriver professionnellement parlant, je pense que si on prend pas de risques, c'est pas grave. Mais on va peut-être passer à côté de 2-3 chouettes opportunités. Ce qu'il faut en fait, c'est de temps en temps essayer de prendre du recul et peser, encore une fois d'ailleurs, peser le pour et le contre. Et si le risque est vraiment bien supérieur à ce que ça peut vous apporter, donc en effet, il faut peut-être que des signaux clignotent et disent non, c'est pas une bonne solution. Si c'est à peu près au même niveau, après c'est à vous de choisir, mais tant qu'à faire, oui, il faut aller vers son risque parce que c'est quelque chose de sympa. En plus, l'île de la Réunion, c'est très très chouette. Ouais, j'aime beaucoup, j'ai eu la chance d'y faire 2-3 trucs et je pense que vous avez bien aimé parce qu'il y a... J'aime beaucoup la manière dont les populations, parce qu'il y a 4 grandes populations, c'est-à-dire qu'il y a les métropolitains qui viennent travailler, il y a les Réunionnais d'origine, on va dire. Il y a l'immigration hindoue et l'immigration chinoise. Et ils vivent hyper bien ensemble. Et c'est trop bien parce qu'en fait, il y a toujours des fêtes là-bas. C'est-à-dire que c'est soit le Nouvel An chinois, soit une fête hindoue, soit un truc comme ça. Et les produits sont bons et les paysages sont variés. Donc là, pour le coup, je vous le dis parce que je connais un peu, je pense que vous ne prenez pas trop de risques. Ça va être bien. Ça va être bien. Vous faites bien. Bonsoir. Je m'appelle Louane, j'ai 21 ans et je suis actuellement en service civique avec les Cités d'Or. Mais en dehors de mes heures de travail, j'ai plusieurs activités que je pratique plus ou moins régulièrement, mais ce n'est pas des activités très communes. D'abord, je fais du graffiti pour mon propre plaisir, mais je fais aussi des collages. Mais qu'est-ce que c'est que les collages ? Les collages que je fais, ils sont ciblés, ils sont militants et engagés pour la lutte féministe et contre les féminicides. Et le but, il est simple, c'est de se réapproprier l'espace public en tant que femme ou minorité de genre. Donc on sort la nuit, on colle sur des papiers A4 des messages à caractère militant et féministe dans les rues de Lyon. Et peut-être que vous en avez même déjà croisé. Ces deux activités, elles peuvent être vues ou classées comme illégales. Mais est-ce que c'est pas là où on trouverait justement cette sensation d'adrénaline et ce plaisir, cette fierté ? Se battre pour une cause qui nous tient à cœur, se sentir utile dans cette lutte, c'est pour moi une des plus grandes fiertés que j'ai pu avoir ce jour. Sortir la nuit, faire du graphe ou des collages, c'est pas sans risque certes, mais sortir la nuit, faire du graphe ou des collages en tant que femme, c'est encore plus dangereux. Et c'est là que je rejoins votre vision, parce que du fait de votre différence, de votre handicap, on vous a souvent dit que vous auriez du mal à réaliser certaines choses, certains projets, que vous n'en seriez pas capable, et pourtant vous avez prouvé à tout le monde le contraire. On a aussi beaucoup entendu parler de vous pour votre parcours dans la cuisine, mais moi ce qui m'intéresse réellement au-delà de ce dernier, c'est votre attrait pour les sports extrêmes, et plus particulièrement l'escalade. Dans votre livre, vous dites, je cite, « Je grimpais, je ne me souviens pas d'avoir eu une seule hésitation ». Citation qui rejoint votre anecdote lors de votre bac de sport, où votre professeur de PS ne vous croyait pas capable de grimper alors que ça faisait déjà 3 ans que vous pratiquiez l'escalade en tant que loisir. Et c'est même, je cite, la seule fois où vous avez joué de votre handicap afin de profiter d'une situation. Alors ma question pour vous, qui je pense peut réunir nos deux parcours et l'attrait pour les sensations fortes, c'est comment faites-vous pour être là où on vous attend le moins ?
Alors, oui, c'est une bonne question. C'est que je suis hors de contrôle. Non, c'est mon but, c'est pas d'être là où on m'attend le moins, c'est d'être là où j'ai envie d'être. Alors qu'on m'y attende ou pas, j'ai envie de dire tant pis. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais du graphe aussi. J'étais pas très bon et j'avais des potes très bons, donc je faisais le remplissage en général. J'en profite, c'est illégal, c'est pas bien, c'est une chose. Mais je vous demanderais juste un truc, et ça, moi, ça me rend dingue, parce que j'adore le patrimoine. Faut pas graffer sur les pierres. Là, sur les quais de Saône, il y a eu un truc en plus qui était moche. Et je trouve ça dommage. Donc, s'il vous plaît, restez sur du béton, ça m'ira bien. Non, je pense qu'il faut rien s'interdire. Moi, si j'avais écouté les gens, j'aurais pas fait de la cuisine. Faut savoir de quoi on est capable. Alors parfois on a envie d'aller un peu se frotter à ses limites. C'est un peu ça, les sensations fortes. L'escalade d'ailleurs c'est marrant parce que il y a pas longtemps je me disais mais ça faisait une éternité que j'en avais pas fait et parfois je sais pas, on se met des barrières, on dit oh non j'ai plus fait pour ça machin. J'ai repris, je suis très content d'avoir repris. Alors moi je vois pas trop ça comme un sport extrême, hein. En ça, on a une corde, machin, enfin, c'est pas non plus de la chute libre. Mais ouais, c'est pas parce que j'avais qu'une main que je pouvais pas faire de l'escalade. Le seul sport que j'ai jamais trop réussi, mais d'un autre côté, c'était pas tellement mon ambition, enfin, je m'en tamponnais un peu, c'est monter à la corde. Ça, monter à la corde, j'y arrive pas et je me suis pas trop focus dessus parce que je vois pas trop l'utilité. Mais je pense que faut rien s'interdire, mais il faut pas forcément vouloir aller à l'opposé de là où on vous attend, parce que du coup, finalement, si on est à l'opposé de là où on nous attend volontairement, quelque part, c'est porter de l'attention au regard d'autrui, puisque on réagit pas en fonction de dire tiens je fais ça et on m'y attendait pas, on réagit en se disant ah bah tu m'attends là, bah tu vas voir j'allais de l'autre côté. On se retrouve à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. C'est quand même dommage. Donc je pense que ouais, il y a des trucs qui sont pas forcément légaux, il y a des trucs qui sont un peu dangereux. C'est bien de les faire si on en a envie. Enfin bon, faut rester dans le cadre de la légalité tout le temps, évidemment. Mais faut pas le faire pour épater la galerie ou juste pour emmerder le monde. Voilà. Je vous en prie. Dernière fournée. Non, ça va, je suis bien pour l'instant. Bonjour. Ouais. Et bonsoir tout le monde et bonsoir Grégory, merci d'être venu. Et je m'appelle Pablo, je suis colombien et j'habite en France depuis près de 6 ans maintenant. Et en tant qu'étranger dans ce pays, mon parcours m'a souvent amené à me questionner sur le fait d'être accepté par des gens différents à moi-même. Ceci peut me faire douter de mes capacités, de ma valeur. Par exemple, la maîtrise de la langue française ou le partage de références communes. Alors malgré le fait que j'ai des compétences et des acquis, notamment l'obtention d'un Master 2, une première dans ma famille, j'ai des doutes qui persistent par rapport à mes capacités et dans ce que je veux faire plus tard. Je me demande si le besoin d'être reconnu par vos pairs a une importance pour vous, et ceci dû au fait aussi que votre parcours dans la cuisine est atypique. Et finalement, je me demande aussi si vous avez ressenti des doutes par rapport à vos capacités et à des moments de votre vie, et si c'est le cas, comment vous avez pu les surmonter? Alors, la reconnaissance de ses pairs, moi quand j'ai débarqué, c'était au début de la médiatisation de la cuisine, et il y avait une certaine défiance à l'endroit des médias, chez les cuisiniers. Grosso modo, quand on était un cuisinier de la télé, on était un rigolo, quoi. Surtout qu'en plus, moi j'étais amateur.
Donc ça n'a pas toujours été évident. Moi, je me souviens, il y avait des gars qui... Il y en a qui m'ont très bien accueilli, et il y en a d'autres... ils disaient bonjour à tout le monde autour de moi, et moi, ils ne me serraient pas la main. Je trouvais ça un peu dur. Donc, ouais, ça n'a pas été très agréable. Et maintenant, c'est plus le cas. Parce que soit ils se sont habitués à moi, soit j'ai progressé, soit c'est un peu des deux. Et ça, c'est un côté rassurant. Même si moi je n'aime pas passer mon temps à être entouré que de gens qui font la même chose que moi, mais en tout cas voilà, avoir un minimum de reconnaissance, c'est quand même plus plaisant. C'est mieux que d'être cloué au pilori. Pour ce qui est du doute, moi je doute tout le temps. Tout le temps. Alors j'ai deux... Je ne sais pas s'ils sont des remèdes, mais deux techniques. Quand j'ai des doutes, je demande à tout le monde. Je demande son avis à tout le monde. Mais vraiment, tout le monde. Attends, t'en penses quoi, machin. Mais je suis le seul à prendre ma décision. Une fois que j'ai pris ma décision, c'est irrévocable, mais j'aime bien un peu consulter. Et l'autre truc qui m'aide un peu à chasser le doute, c'est l'action. Je doute, j'essaye. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je me dis j'ai bien fait d'avoir des doutes. Mais moi, c'est quelque chose que je peux pas effacer. Je pense que le doute, c'est naturel et c'est plutôt un bon réflexe. C'est-à-dire qu'on essaye d'analyser une situation. Il faut juste que le doute, ça ne devienne pas un trop gros frein, hein, quelque chose qui vous tire par derrière, là, qui vous empêche d'avancer. Il faut trouver le bon rapport. Mais c'est important, je trouve, de douter, être trop sûr de soi. C'est foncer tout le temps tête baissée, bon, oui, c'est gentil, mais c'est pas ça qui va vous permettre, selon moi, hein, de vraiment avancer dans la vie. Je pense qu'il parliez de différence. La différence, ça je connais bien. Je suis confronté sans arrêt à la différence, de par le handicap et puis le mien, celui des autres. Voilà. On se rend compte que finalement, on est tous différents de quelqu'un. Alors quand il y en a qui s'estiment moins différents entre eux que vous, ouais, c'est pas évident. Alors, il peut y avoir une volonté d'intégration. Donc, on essaye d'acquérir ce qui nous manque, qu'il s'agisse d'une culture propre à un pays, d'une langue ou des choses comme ça. Et l'autre chose, c'est de se dire aussi, c'est bien d'être différent. Moi, je trouve ça cool. Longtemps, j'ai voulu être comme tout le monde, et finalement, plus j'avance, plus je dis c'est pas mal d'être un peu différent. Parfois, je me trouve un peu barré. Je dis voilà, c'est pas grave, je suis comme ça. Je vais chantonner dans la rue ou des trucs débiles, hein, mais je pense que c'est ce qui fait un peu ma richesse. Et puis la différence, c'est l'essence même de la création. C'est Ferran Adrià, le chef d'El Bulli, là, qui faisait de la cuisine moléculaire. Je sais plus qui il citait, je sais que c'était un Français. Je sais plus qui c'était. Et il disait créer, c'est faire différent, mais c'est un peu ça. Donc si ça vous permet de trouver votre propre voie en étant différent, c'est plutôt chouette. Merci. Bonsoir, moi c'est Ilyes, j'ai 21 ans. Du coup, à l'âge de mes 16 ans, j'ai eu le courage de faire mon coming out à ma mère. Malheureusement, au lieu de recevoir le soutien dont j'avais besoin, j'ai été confronté à un profond rejet de sa part. Sa réaction m'a laissé seul et abandonné. À mon sort, alors qu'elle préférait ignorer ma réalité, j'ai dû me battre pour que ma relation avec ma mère s'améliore. Et aujourd'hui, ma relation s'est apaisée. Je suppose que vous avez sûrement dû, vous aussi, être confronté au rejet dans votre vie. Comment avez-vous vécu ce rejet et comment l'avez-vous surmonté ? Oui. Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, là, j'étais assez sensible étant jeune. Et puis, je me souviens au collège, j'avais besoin d'avoir des copains et j'allais vers les gens. Et parfois, je pouvais être un peu collant. Voilà, c'est pas du même accueil. Voilà. Et du coup, je sais qu'au collège, ça n'a pas été toujours facile et qu'il a fallu gérer un peu ça. C'est pas évident, on se sent un peu seul. J'ai pas de solution magique quant au sentiment de rejet. Je vais pas vous dire faut serrer les fesses et ça passera, mais faut peut-être aller chercher ailleurs ce qu'on peut pas trouver à
à cet endroit précis, c'est-à-dire que ça remplacera pas. Moi, je pense déjà c'est très bien parce que c'est très courageux. Je pense qu'il faut. Ça devait pas être agréable, mais en revanche, vous avez dû vous sentir plus entier, j'imagine. C'est quand même qu'il y a des avantages aux inconvénients. C'est sûr que c'est décevant, surtout quand c'est de la part de sa maman. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut enterrer le truc, mais la vie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que parfois, il faut un peu prendre ses responsabilités et se dire, il y a des moments où ça devient tellement intolérable de jouer un rôle et qu'on se sent pas bien parce qu'on est on est dans une façade qui est pas soi-même. Je trouve que c'est bien de franchir le pas, même s'il faut se dire qu'en effet il n'y a rien de tout rose et parfois il y a des conséquences. Alors elle aurait pu bien le prendre, ça aurait été quand même beaucoup mieux. On est d'accord. On va pas juger votre maman parce qu'on est plein de choses en soi qui font qu'on a des réactions qui sont pas forcément visibles depuis l'extérieur. J'ai cru comprendre que ça allait mieux. Ça c'est bien. C'est une bonne chose. Mais je pense que là, encore une fois faut parfois laisser les choses se tasser. Le temps fait un peu son œuvre et quand il y a du rejet quelque part, aller trouver des personnes plus accueillantes ailleurs. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce que je disais par rapport à la bienveillance tout à l'heure. C'est-à-dire que je crois beaucoup au phénomène des vases communicants. C'est-à-dire que si ça se vide quelque part, ça doit certainement pouvoir se remplir ailleurs. Et je pense qu'il faut partir en quête de ça, ce qui n'empêche pas de revenir à l'attaque ensuite. Parce qu'il ne faut pas se dire c'est perdu, ça y est, ma maman elle m'aime pas. Votre mère elle vous a toujours aimé, elle a eu une réaction par rapport à ça parce que par rapport à ses convictions, par rapport à son éducation, ça allait pas. Il faut toujours laisser une deuxième chance et revenir à la charge. Mais en attendant, on ne peut pas revenir directement à la charge puisque les batteries elles sont vides et c'est compliqué, on a déjà de la peine et du coup alors encore une fois c'est un conseil qui n'en est pas un mais faut essayer d'aller recharger les batteries ailleurs pour revenir à la charge le moment voulu. Mais le seul conseil que je puisse donner c'est pas s'acharner sur certaines causes qui semblent perdues mais qui ne le sont pas réellement et aller se redorer la cerise ailleurs. En attendant. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Shaima, j'ai 17 ans. J'ai grandi un peu aux quatre coins de la France et j'ai passé une partie de ma vie avec mon grand-père. Tout comme vous, je suis proche de mon grand-père. Je suis une personne très nostalgique. J'aime bien me poser et regarder dans le vide et réfléchir à tout et me rappeler des choses que j'ai vécues dans le passé, surtout avec mon grand-père. J'ai peur de plus avoir de souvenirs quand il sera plus là. Vous arrive-t-il d'être vous aussi nostalgique de bons moments du passé et comment vous nourrissent-ils au quotidien ? Oui, ça peut m'arriver d'être nostalgique. C'est marrant ce que vous avez là, c'est le sentiment que vous éprouvez. Moi, j'aime beaucoup le Brésil. Ils appellent ça saudade. En fait, c'est une nostalgie d'un temps non révolu. Et ça m'arrive d'être nostalgique. Moi, je pars du principe. Alors, j'ai plus ni mon grand-père, ni ma grand-mère, ni malheureusement ma maman. Mais ça me fait du bien de repenser à eux. C'est jamais perdu. Alors c'est sûr que c'était mieux quand ils étaient là. Bon, ils sont plus là, donc faut faire avec. Mais déjà on les oublie pas. Hein, je peux vous rassurer de ce côté-là. On les oublie pas. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, surtout pour le décès de ma maman, parce que c'était moins dans l'ordre des choses, c'est de me rendre compte que voilà, ce sont des ascendants directs. Donc finalement, qu'on soit croyant ou pas croyant, vous êtes un bout d'eux. Niveau ADN et tout, donc j'ai l'impression d'être je dis pas la vie qu'ils auraient vécue à ma place, mais je sais qu'ils sont avec moi puisqu'ils sont dans moi et que finalement je suis riche de leurs enseignements mais également de leur patrimoine génétique. Enfin, ils continuent à vivre à travers moi et ça m'aide. C'est bien la nostalgie, mais il faut aussi aller de l'avant.
Vous voyez, on ne peut pas vivre dans le passé. Vous savez que le passé n'existe pas, le futur non plus. Il n'y a que le présent qui existe. Ça, c'est de la physique quantique. Donc, on ne sait pas de quoi ce sera fait. Ce qui est passé, c'est passé. C'est bien de s'en souvenir parce que c'est comme tout. On se construit avec des bases solides, avec des racines. Donc, c'est très important. Et vous êtes jeune encore. J'ai un ami qui disait la vieillesse. Il était pas jeune, hein, mais il a vachement d'avant, qui disait la vieillesse, c'est quand on a plus de souvenirs que de projets. Donc tâchez toute votre vie d'avoir plus de projets que de souvenirs. C'est noté. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 19 ans. En mars 2023, je suis partie à New York. J'ai vu la vie new-yorkaise, les buildings, la nourriture et surtout, ce qui m'a plu, c'est la mentalité des gens et l'ouverture surtout. Et depuis ce jour-là, mon rêve, c'est d'habiter et de travailler aux États-Unis. J'aimerais bien y ouvrir mon institut de beauté ou de mon bar à chat. Je sais que vous avez effectué un stage dans la prospection pétrolière chez un fournisseur de votre père, ce qui m'amène à quelle est votre conception du rêve américain et pourquoi ne l'avez pas poursuivi? Alors, je ne l'ai pas poursuivi parce que ce n'était pas un rêve américain pour moi. Alors, j'aime bien les États-Unis, j'y suis allé. Alors, pour tout vous dire, je vais vous raconter une histoire, ça va prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. Il y a un truc très drôle, petit, donc mon père travaillait à Bakersfield en Californie, donc il y avait un truc camp pétrolifère. On est allé le rejoindre avec ma mère, mais j'avais 1 an et demi. Je parlais pas encore, ou 1 an peut-être que je devais avoir 1 an. Et ils avaient un ami qui retournait en France, donc ils sont allés boire un coup dans un bar pour fêter son départ. Et alors, ne jugez pas mes parents, mais comme ils servaient de l'alcool dans le bar, il n'y avait pas le droit d'y avoir des mineurs, y compris un bébé. Enfin, c'est complètement. C'était en journée, enfin en fin d'après-midi. Et du coup, alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça rétrospectivement. Je trouve ça complètement dingue. Ils m'avaient laissé dans la voiture avec la fenêtre ouverte. Voilà. Bon, ce qui n'est pas grave, mais à un moment, donc mon père revenait tout le temps me surveiller. Et à un moment, il arrive. Et il voit des policiers. Et moi, je suis pas dans la voiture. Il dit, il va voir les policiers. Il dit, mais mon fils a disparu, mon fils a disparu. Le gars, il dit, non, il n'a pas disparu. C'est nous qui l'avons récupéré. Donc, il passe ses notes à mon frère. Enfin, mes parents finissent ça en garde à vue. Ma mère explique toujours qu'elle s'est retrouvée dans une cellule avec tout un fan club de prostituées qui disait, on va te rendre ton enfant, qui avait des énormes perruques. Enfin, c'était assez rock'n'roll. Le lendemain, un ami de mes parents a dû payer une caution. Enfin, voilà. Et donc j'ai failli vivre le rêve américain. Pourquoi ? Parce que moi, pendant ce temps-là, on m'avait placé dans une famille d'accueil. Alors ça a duré 2 jours, quoi, mais c'était assez rigolo, donc j'ai failli être américain. C'est un pays que j'aime beaucoup. Alors, vous avez vu New York, vous n'avez pas vu les États-Unis. C'est-à-dire que vous parliez de mon stage aux États-Unis. Alors, le parrain de mon frère, lui, vit toujours en Californie, donc j'y vais régulièrement, j'ai fait la côte Est et tout. Mon stage, c'était à Houston, Texas. Houston, c'est la 4e ville des États-Unis, donc c'est un truc quand même balèze. Le Texas, si je dois résumer, c'est un peu la Corse. Ils estiment qu'ils ne sont pas américains. J'y suis allé en 2005. En 2005, Jacques Chirac avait refusé, j'estime à juste titre, de retourner faire la guerre en Irak. Et donc, c'est le moment où il y avait plus les French fries, mais les Liberty Fries, et où sur les magasins au Texas, il y avait No Dog, No French. Autant vous dire que ça vous aide à vite prendre l'accent qui va bien. Et c'est vrai que les 2/3 des États-Unis, c'est le Midwest, c'est le Sud, c'est autre chose. C'est bien, c'est pas bien, mais c'est pas la même tolérance que dans certaines villes, si on va à Los Angeles, donc il s'agit du nord, un peu de la côte ouest et un petit peu de la côte est. Donc faut pas tout mettre dans le même panier. Moi, ce que j'aime bien aux États-Unis, parce que je suis aussi allé à New York, je suis aussi allé en Californie et tout, c'est qu'en effet, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que on a l'impression que chacun trouve sa place. Mais il faut pas oublier que c'est pas le cas de partout aux États-Unis et qu'ils ont quand même élu Trump. Voilà. Donc il faut remettre en perspective. C'est-à-dire que le rêve américain, oui, soit, mais c'est pas. Mais comme toute chose, c'est pas tout extraordinaire de partout. Et moi, j'aime beaucoup les États-Unis, mais pourquoi pas y vivre 1 an ou 2, mais pas plus que ça. Moi, je m'y verrais pas y faire ma vie, parce que
il y a une notion culturelle par rapport à la France. Et alors, côte Est, c'est moins le cas, mais côte Ouest, c'est génial. Hein, les gars, ils vont faire du surf, c'est beau, il y a du soleil et tout. Mais moi, je m'enquiquinerai un peu au bout d'un moment parce que j'ai besoin d'être nourri culturellement, plein de choses comme ça. Mais je pense que quand on arrive, il faut le poursuivre et c'est une très bonne chose. Mais vous dites pas, je vais aller n'importe où aux États-Unis, ce sera chouette. Restez à New York ou un peu Boston, très belle ville, Boston, ce sera très bien. Alors bonsoir Grégory, moi je m'appelle Nour et depuis le confinement en 2020... Ça veut dire lumière ça hein. Pardon ? Ça veut dire lumière non ? En arabe, c'est ça. Alors depuis le confinement en 2020, lors duquel je m'ennuyais beaucoup, j'ai commencé à développer un grand intérêt pour la culture japonaise traditionnelle et je suis particulièrement intéressée par les vêtements traditionnels, l'architecture des temples, les onsen. J'aimerais apprendre la langue, même si cet apprentissage seul me paraît compliqué. J'aimerais aussi visiter le pays pour vérifier son authenticité. Et nous savons notamment que vous avez beaucoup voyagé au Brésil et aux États-Unis. Donc tout comme moi, vous semblez avoir faim d'une autre culture, d'autres cultures. Comment s'affirme-t-elle en cuisine ou ailleurs ? Alors, ça fait un peu partie de ma quête de diversité, quoi, de transversalité. Donc, j'aime bien tous les pays, tous les trucs comme ça. Enfin, tous les pays. Donc, j'ai pas tous les pays, mais j'ai eu la chance de faire une émission sur France 5 qui s'appelait La Tournée des Popotes, où tous les ans, je faisais 5 voyages pour aller découvrir les cultures et les cuisines étrangères. Et ça m'a vachement sorti aussi de ma zone de confort, parce que ça m'a emmené dans des pays où je ne serais pas allé par ailleurs. Entre autres, j'ai découvert les pays du nord de l'Europe, la Suède et l'Islande. Je suis tombé amoureux de l'Islande, j'ai trouvé ça super. Le Japon, j'ai nourri une grosse passion pour le Japon quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai des katanas, des trucs comme ça. Enfin, je faisais du judo. Enfin, ouais. Je suis jamais allé au Japon, mais c'est vraiment une destination qui me tente énormément. Et c'est marrant parce que je le cite souvent. Moi, je cite souvent le Japon et l'Italie pour les comparer avec la France, parce que ce sont des pays de terroir. Et qui dit terroir dit aussi authenticité. Pour répondre à votre question, parce que c'est bien quand même d'y répondre, dans ma cuisine, ça peut être des produits, des techniques, des choses comme ça. Alors, c'est pas très novateur de nos jours d'utiliser des produits étrangers, mais il y a 25-30 ans, c'était pas le cas. Et donc ouais, ça c'est chouette de venir se nourrir de tout ça, des goûts différents, des manières de faire, c'est toujours intéressant. Et puis pour le reste, ça joue sur moi parce que je pense que tout voyage, ça vous transforme. Même si on s'en rend pas compte, on est forcément transformé intérieurement par ça. Et puis se confronter à d'autres avis, d'autres cultures et d'autres manières de penser, je trouve que c'est toujours chouette. Même si on n'est pas d'accord, encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord à chaque fois. Mais c'est quelque chose qui est vachement important pour moi. Ça participe du fait de faire société et de sortir de son petit carcan. On parlait des États-Unis, j'y reviens. Aux États-Unis, c'est très communautariste. C'est-à-dire que les gens se respectent les uns les autres, mais ils vivent vachement dans leur communauté. Et tant mieux pour eux, ça permet d'entretenir les traditions, mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de porosité. Et je trouve que voilà, en voyageant, c'est un truc qui est sympa. Vous devriez lire un livre, je ne sais jamais s'il est sociologue ou philosophe, c'est Jean Bottero, ça s'appelle L'usage du monde. C'est un peu une apologie du voyage, c'est pas mal. Alors rebonsoir à tous et rebonsoir Grégory. Donc je m'appelle Tom, j'ai 16 ans et j'ai pour projet de devenir artiste, plus précisément dans les arts de la scène, et avec la volonté de créer, de participer à des œuvres engagées. Je suis d'ailleurs engagé dans un parti politique français où je suis délégué fédéral des jeunes de mon parti dans le Rhône. Et malgré le fait qu'elle vous gonfle, je sais que vous avez été aussi engagé dans la politique et que vous avez été élu conseiller du 5e arrondissement à la mairie de Lyon. Et vous l'êtes toujours. Et donc du coup, je me demandais quelles ont été vos motivations qui vous ont mené à aller dans ces engagements, parce que la cuisine n'est pas forcément un milieu qui de base est en lien avec la politique. Donc voilà, je me demandais quelles étaient vos motivations qui vous ont poussé à vous engager dans la politique française. Alors, ce qui me gonfle, c'est la manière dont on fait la politique. C'est pas la politique en soi. Moi, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Alors, je l'ai peut-être un peu plus développé ensuite en fac de droit.
je pense que tout citoyen français devrait faire la première année de fac de droit parce que on y apprend le droit constitutionnel, on y apprend le droit juridictionnel. Enfin, c'est un peu la trousse à outils de tout bon citoyen par rapport à la loi. Voilà, c'est un truc et au fonctionnement de ces institutions. Alors pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait parce que je pensais qu'à l'échelle locale, on pouvait plus facilement faire bouger les choses. Que je suis très attaché à ma ville de Lyon, que je suis très attaché au 5e arrondissement. Le restaurant qu'on a avec mon petit frère, il est sur la place sur laquelle vit notre famille depuis 8 générations. Donc ça fait un petit moment. Et j'avais envie de faire bouger les choses. Et en fait, c'est vrai que, bon, en plus, il se trouve que je suis dans l'opposition, enfin dans une des oppositions, parce qu'il y a plein d'oppositions. Moi, je suis pas encarté parce que je suis pas du tout... je disais que j'ai toujours un problème avec l'engagement et la discipline de parti. Donc voilà, mais je trouve ça très bien qu'il y ait des partis et qu'il y ait des gens qui s'engagent. Je me rends compte que finalement, j'arrive plus à faire bouger les choses en dehors de la politique que dans mon mandat d'élu d'arrondissement. Alors je dis pas que les élus d'arrondissement servent à rien, mais là pour l'instant, moi c'est évident, je suis pas de même que mes collègues, on n'est pas à l'échelle d'un arrondissement. C'est plutôt bien la politique parce que on n'est pas là pour critiquer. C'est un peu ce qui me gonfle dans le jeu de la politique à l'échelle nationale, c'est-à-dire que du moment où c'est l'autre qui l'a fait, même si on aurait fait la même chose, on va dire que c'est pas bien. Et je trouve ça dommage. Je pense qu'il veut au contraire, il faut qu'il y ait des faisceaux qui se créent et que quand les choses sont bien. Moi, si ça tendait à marcher, je serais pour un régime alors, plus proche de ce qu'était la 4ème République. Mais c'est la 4ème République, c'est une catastrophe et c'est pour ça que la 5e est arrivée ensuite, puisqu'il y avait de l'instabilité. Mais je pense que aux États-Unis, par exemple, ça c'est bien, c'est que chaque député doit être convaincu, enfin chaque représentant, pour voter sur un projet précis. Parce qu'ils ont des mandats impératifs et non représentatifs, c'est-à-dire que eux, s'ils votent pas pour ce pourquoi leurs électeurs voudraient qu'ils votent, ils peuvent se faire rappeler et on peut refaire des élections. Donc ça fout un peu la pression. Et je pense qu'en fait, il faudrait que les gens n'aient pas de discipline de parti, mais que ce soit sur conviction, sur des projets précis à chaque fois et qu'on trouve ainsi des formes de majorité. Et je me souviens même plus pour quelle était la question. Vous voyez, je parle tellement que... Non, mais c'était ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager donc dans ça m'a motivé. Voir si je continue ou pas. Alors moi j'adore travailler sur les programmes. Alors j'aime encore plus quand les programmes peuvent se réaliser, vous voyez, mais s'il s'agit des politiques de transport, du handicap, de l'alimentation, enfin il y a plein de choses comme ça qui m'excitent bien. Et je me suis aussi rendu compte que de par ce que je pouvais faire avec des associations, des choses comme ça, en ce moment, en tout cas en l'état actuel des choses, je peux plus faire bouger les lignes. Donc voilà ce qui m'a motivé et voilà mon constat à l'heure actuelle. Je suis pas blasé non plus, mais faut que je trouve un bon modus operandi pour que ça me satisfasse un petit peu plus. Très bien, merci beaucoup. De rien.